Bonsoir Fabrice et merci d'avoir accepté mon invitation. Hello. Donc, tu es médecin en Suisse, spécialisé en médecine interne et en médecine traditionnelle chinoise. Et tu es directeur du centre Mingchan situé en Suisse. Donc, c'est un centre laïque dédié aux arts du Tao, au sein duquel tu pratiques et tu enseignes la pensée et la pratique taoïste. Et d'ailleurs, tu pratiques le taoïsme depuis 30 ans et tu es détenteur de plusieurs lignées. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là et quels sont tes maîtres et influences et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te consacrer à cet enseignement? Euh, Tu me demandes de résumer ma vie en 3 minutes, c'est ça? En trois Euh, minutes ou comme tu veux, hein, c'est toi qui veux. non, disons, bon, d'abord, c'est vraiment une passion, en fait, ce que je fais depuis très longtemps. Alors, j'ai pas toujours été dans le taoïsme, mais il me semble que je suis le même fil rouge depuis que j'ai, je sais pas, 7 ans, en fait. Et en fait, depuis que je suis vraiment tout petit, j'ai toujours eu cette impression que il y avait quelque chose de plus subtil que ce qu'on voyait avec nos yeux. Et même déjà tout petit, quand je jouais dans ma chambre, c'était comme ça. Il y avait quelque chose que j'adorais être seul, en fait, par exemple, le matin dans ma chambre. Ce qui fait que je me suis très vite posé des questions assez existentielles, déjà tout jeune, mais bien avant de connaître le taoïsme, même bien avant de connaître n'importe quelle religion. Euh, je sais que je me souviens que j'avais eu une sorte de coup de foudre, mais je sais pas si ça existe dans les autres pays, mais on avait des promesses de baptême, en fait, là où j'étais, Mm. à 12 ans, je crois, sauf erreur. Et ensuite, j'ai découvert, déjà vers l'âge de 15 ans, je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité, le zen, des choses comme ça me passionnait. Et puis, vers, je crois, 16 ans à peu près, j'ai commencé le karaté quand j'étais au collège. Et là, j'ai rencontré un maître qui enseignait le karaté, mais qui était un peu particulier parce qu'il montrait dans le dojo des techniques de ki, qui ressemblaient un peu à ce que faisait Ueshiba. En fait, c'est quelqu'un qui avait aussi fait de l'aïkido avant. Et donc, moi, ça m'avait évidemment tout de suite fasciné parce que il y avait cette partie un peu invisible derrière les techniques assez brusques, disons, du karaté. Donc, j'avais un peu embêté jusqu'à ce il accepte de m'enseigner ça, mais il m'avait dit non, mais pas au dojo. Donc, voilà, je me suis retrouvé à tailler ses haies le week-end pour qu'il m'enseigne ce genre de choses. Et puis j'ai fait ça 2, 3 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis là, j'ai quitté à un moment donné. Bon, voilà, j'étais jeune, les chemins divergeaient un peu. Et puis, mais j'ai quand même cherché, je me suis dit, bon, ok, je quitte, mais qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? J'avais un peu peur de la suite. Et un peu par hasard, je suis tombé sur un livre qui parlait justement d'énergie vitale de nouveau. Ça s'appelait, je crois, le Chi Wa de la vie. J'avais 20 ans dans une librairie, puis j'ai écrit à l'auteur. Je me suis dit, bon, ben, je perds rien à écrire. Et c'était l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc il fallait écrire à la main, il fallait attendre 3 semaines les réponses, voilà. Et j'ai reçu assez vite une réponse qui me disait, écoute, on fait un stage au Québec, en fait, cet été, donc si tu veux, ben, si tu veux travailler avec moi, ben, viens nous retrouver là-bas. Enfin, viens me retrouver là-bas. Et donc, ben, voilà, je me suis embarqué sans rien connaître. C'était un maître qui pratiquait du tai chi, un enseignant qui pratiquait du tai chi. Donc, je me suis retrouvé dans un stage de tai chi au Québec à 20 ans. J'avais jamais fait même pas 10 minutes de tai chi dans ma vie. Donc, je me suis un peu jeté à l'eau et j'ai tellement adoré que j'ai appelé mes parents après 2 semaines pour dire qu'il fallait repousser mon université d'une année parce que je voulais continuer en fait. Donc, je me souviens toujours de ma mère qui m'avait au téléphone qui disait: Ah, Fabrice, rentre tout de suite, on ne sait jamais si tu es dans une secte. Puis j'ai dit: Non, non, mais écoutez, voilà. Donc, j'ai repoussé d'une année et en fait, ma mère flippait parce que j'avais déjà repoussé d'une année pour faire du piano jazz, ma médecine. Donc, j'ai dit, bon, ça y est, cette fois, il est complètement taré. Et donc, mais bon, voilà, j'ai fait ça pendant 14 mois, 6 jours par semaine, 6 heures par jour. On enchaînait des stages intensifs de 2 mois. On avait 2 semaines de récupération pour commencer. Et jusqu'à ce que, après, bah, je décide quand même. En fait, à la fin de cette année, c'est posé la question pour moi de me dire, OK, est-ce que je fais professionnel de Tai Chi ou bien
est-ce que je fais la médecine? Parce que j'avais comme cette envie de soigner. Puis voilà, j'ai réfléchi un bon moment, puis je me suis dit que j'étais assez jeune à cette époque-là pour me dire que si je voulais soigner, il fallait que je me forme correctement. Donc, j'ai décidé de faire la médecine. Mais en fait, le tai chi m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu une fille très, très tôt. Et évidemment, on n'avait pas un rond avec ma femme à l'époque. On avait ma fille qui était née, donc il fallait réussir à vivre pendant ses études. Donc, moi, j'allais au cours la journée, je donnais des cours quasiment tous les soirs dans toutes les villes de Suisse romande, là. Avec ma vieille Starlet, je partais après les cours. Et puis, moi, j'ai fait ça plusieurs années pendant mes études de médecine. Et puis, bah, après, assez logiquement, j'ai embrayé sur la médecine chinoise pour compléter un peu. Puis après, ben, de fil en aiguille, comme ça, j'ai compris qu'une bonne partie des choses qu'on avait appris dans cette école où on travaillait beaucoup le chi, les circulations d'énergie, etc., ben, venaient en fait du taoïsme. Et puis quand j'ai compris ça, ben, c'était en 2005-2006 à peu près. J'avais ouais, ça fait à peu près 15 ans déjà que je travaillais. Mhm. Sur le chi, j'entends, ben là, j'ai décidé d'aller à la source et en fait, d'aller en Chine. C'était vraiment un appel extrêmement fort. Je me suis retrouvé dans un stage organisé, enfin, un, un voyage en fait organisé dont le but était vraiment d'aller visiter différentes obédiences de temples en Chine. Donc, on est allé voir les bouddhistes, les bouddhistes Chan, les bouddhistes tibétains. Et puis, dans le parcours, il y avait aussi un temple taoïste. Et c'est là que j'ai rencontré mon maître. Puis après, bah, comme d'hab, j'ai eu un coup de foudre et puis j'ai continué. Donc, ça a donné Ming Shan finalement. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une question un peu de non-initié. Euh, Comment est-ce que tu définirais le... Alors, c'est une question très large, hein, je m'en rends bien compte, mais le taoïsme ou le Tao, qu'est-ce que c'est si c'est possible de le définir, je crois que c'est l'un des principes du taoïsme qu'on ne peut pas le nommer, mais comment est-ce que toi tu le définirais et quels sont les principes généraux? Bon, alors déjà, il faut vraiment différencier le Tao du taoïsme, hein, parce que c'est deux choses, enfin, c'est pas complètement disconnecté, mais disons, le Tao, voilà, c'est le principe ineffable, on peut le traduire par Dieu, par Allah, par tout ce qu'on veut. Disons, de toute façon, toutes les voies spirituelles même pointent vers la même chose, en tout cas. Les Chinois parlent du Tao pour cet aspect très mystérieux qui est dans le fond du réel. Et puis le taoïsme, eh ben, c'est la méthode qui permet de retourner vers ce Tao, en tout cas de s'en approcher. Alors, peut-être que si on le regarde de très loin, ben, c'est vrai que parmi les toutes grandes spiritualités de l'humanité, ben, c'est probablement une encore la moins bien connue au fond parmi les grandes spiritualités, mais il faut quand même dire que c'est une des grandes spiritualités au même titre que le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme ou d'autres en fait. Donc c'est aussi une religion, spiritualité qui a 2500 ans à peu près d'évolution. Et donc à partir de là, ben, il y a différentes manières d'envisager le taoïsme, sachant que finalement toutes les courants taoïstes sont des espèces de méthodes. En fait, c'est des méthodologies pour essayer d'atteindre le Tao. Alors maintenant, qu'est-ce qui les différencie ou quelles sont ses particularités et qui sont peut-être intéressantes pour le 21e siècle? C'est que d'abord, c'est une voie qui privilégie le naturel, qui vise à rendre les gens aussi authentiques et naturels que possible, qui privilégie la transformation des choses et le mouvement constant, et donc qui a une vision de ce point de vue. Alors, les grandes caractéristiques, c'est que beaucoup d'enseignements taoïstes passent par le corps. Je dirais presque un tiers de ces enseignements au moins passent par le corps. Donc, c'est dans une société qui est très sédentaire aujourd'hui, c'est quand même intéressant. C'est une philosophie ou une spiritualité qui essaye d'équilibrer, de mettre en rapport les contraires de manière dynamique et synergique. Donc, c'est aussi intéressant aujourd'hui de cet équilibre du yin et du yang, de ces complémentaires opposés, parce que ça répond quand même, je trouve, de manière assez élégante à tout le problème du masculin et du féminin. Et Dieu sait si on a besoin de l'approfondir. Et puis peut-être la troisième chose qui le caractérise et qui fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'il émerge plus aujourd'hui, c'est que la vision en fait du taoïsme
mais assez naturaliste en fait. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'images sur la nature, sur les constellations, sur le... En fait, ce qui s'offre à notre regard d'homme sur cette terre, à échelle humaine aussi, beaucoup plus que métaphysique au fond. On va beaucoup regarder les mouvements des étoiles, des planètes, mais c'est en fait ce qu'on pourrait voir le soir quand on sort sur notre balcon, en réalité. Et la Terre s'offre à nous, les cinq éléments, etc. Donc, je vais dire, c'est une pensée écologique avant l'heure, et donc, en tout cas, très naturaliste. Et donc, de ce point de vue-là, ça répond aussi à des besoins qui sont puissamment contemporains, on va dire, quoi. Je pense que c'est en fait à cause de ces trois choses conjointes que le taoïsme émerge maintenant, parce que je crois que il a des solutions élégantes, en tout cas, à proposer. Et autant, je pense, par exemple, le bouddhisme a très bien répondu à, à l'élan de rationalisation qu'on a eu dans les années 60 et qui nécessitait de sortir un peu des croyances qu'on avait beaucoup dans le christianisme. Autant, ben, je pense que le taoïsme répond peut-être maintenant à autre chose d'émergent, et puis probablement dans 50, 60 ans, ça serait une autre spiritualité. Mais maintenant, je pense que c'est la vague un peu émergente du taoïsme actuellement. Tu évoquais plusieurs courants ou écoles. Mhm. Et toi, de ton côté, est-ce que tu appartiens à une école en particulier? Est-ce que tu enseignes un courant en particulier ou c'est quelque chose de plus large que tu transmets? Alors, disons, bah, traditionnellement, pour faire fonctionnel, on rentre dans la lignée de son propre maître en général, hein, quand on s'engage. Donc, ouais, de fait, je suis de la lignée qu'on appelle Chuanzhen. En fait, il y a deux grandes lignées actuellement, disons, enfin, les plus courantes, c'est les lignées Zheng-Yi et Chuanzhen. Donc, moi, je suis Chuanzhen, mais donc, initialement, Chuanzhen, c'était plutôt un peu monastique. Ça fait partie des écoles du Nord, plutôt, qui ont été qui ont fusionné un peu ou qui ont pris un certain nombre d'influences bouddhistes quand le bouddhisme est arrivé en Chine. Et puis, d'un autre côté, il y a ces écoles Zheng-Yi qui dérivent des maîtres célestes, qui est plus ancienne que le Chuanzhen, et pour lequel les gens sont des gens qui sont mariés souvent, qui vivent dans le peuple et qui sont, on dit, un peu plus ritualistes que les Chuanzhen, qui sont un peu plus, pas austères, mais en tout cas plus simples, on va dire, en tout cas a priori. Mais il faut savoir que ça, c'est une distinction très historique, mais aujourd'hui, le taoïsme a cette particularité que tout le monde peut avoir, enfin, il est même conseillé d'avoir plusieurs maîtres, au moins trois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'influences mutuelles entre ces lignées. Et très honnêtement, aujourd'hui, même un moine ou quelqu'un qui est engagé dans le Chuanzhen, on va voir chez lui beaucoup de choses qui viennent des Zheng-Yi et vice-versa, en fait. Donc, c'est c'est plus très important aujourd'hui. Et, tu évoquais le fait d'avoir plusieurs maîtres. Donc, j'en déduis, alors peut-être à tort, mais pour s'engager dans cette voie, ou si on s'y intéresse, il est préférable de passer par un maître. Euh, En tout cas, à partir d'un certain stade, oui, enfin, c'est mon avis, hein, je dis pas qu'il y a quelque chose d'objectif là-dedans, mais j'ai conscience aussi, je vois bien toutes les questions qu'on me pose et chaque fois qu'on évoque cette thématique, à quel point cette question de maître-disciple est très questionnante pour les Occidentaux, ce qui est complètement logique, hein, il y a eu beaucoup d'abus aussi. Mais le problème, c'est que si on va trop loin, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et donc, c'est vraiment un peu stupide de se priver de l'expérience de quelqu'un de plus avancé que nous dans le domaine. Et je vois pas pourquoi, en fait, tu vois, on parle bien de maître en musique, finalement, n'importe quel grand musicien qui était, ou même un musicien normal qui fait un diplôme ou une virtuosité, c'est pas forcément des immenses concertistes, mais tout bon musicien va, je pense, décrire une forme d'influence des gens qui l'ont formé, et souvent il parle de maître. C'est comme ça dans l'art, c'est comme ça dans l'artisanat. Il n'y a vraiment aucune raison que ça soit pas aussi le cas en spiritualité, en fait. Donc, je pense que le plus important, c'est de choisir des gens avec beaucoup de discernement. Et de ce point de vue-là, ça ramène à notre responsabilité d'élève aussi. Mais je pense que quand on a la chance de rencontrer un maître, il ne faut pas rater le train. Ouais. D'accord. Et tu
tu évoquais aussi les pratiquants qui, vivaient leur taoïsme au quotidien, euh, qui n'étaient pas nécessairement des moines, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce qu'il est préférable lorsqu'on veut vraiment s'engager sur cette voie, qu'on est vraiment qu'on sent une sorte d'appel, est-ce qu'il est préférable quand même de plutôt viser une vie monastique? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est possible d'aller entre guillemets loin sur cette voie si on a un travail, des enfants, une vie, on va dire, normale? Non, alors là, je suis assez clair. Alors, pour ça, je pense que le taoïsme ou n'importe quelle spiritualité doit servir un être humain dans dans ce qu'il est, en fait. Et donc, si avoir une famille, ça nous éloignait du Tao, ça n'aurait aucun sens, en fait. Quelqu'un qui est dans une voie spirituelle, ça doit l'assembler, ça doit le rendre un avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait. Et je pense pas que c'est mieux d'être dans un temple ou mieux d'être dans une famille. Disons, dans les deux cas, ça sera des expériences assez différentes, c'est clair. Mais enfin, quand on est dans une famille, on a quand même besoin de solitude de temps en temps, ou de se retrouver. Puis quand on est dans une grotte, on a quand même besoin des autres humains. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une part entre soi et soi, on pourrait dire, une part relationnelle, une part. Et après, c'est juste un peu, disons, la proportion de l'un ou de l'autre qui va changer. Mais après, disons que là où je vis moi, dans ce que je fais ou les gens que j'aide, la plupart des gens, c'est pas des renonçants, hein, c'est des gens qui sont dans la vie, et moi, c'est ces gens-là que j'essaye d'aider, évidemment, tout en continuant mon propre parcours. Donc, mais je crois que de toute manière, une des choses qui nous fait le plus avancer quand même, c'est la relation dans la vie, parce que d'abord, on en a besoin, et puis ensuite, c'est une des choses qui fait qu'on se ment le moins à la relation, dans le sens où voilà, les proches, les enfants, les époux, épouses, conjoints, les parents, Dieu sait si ça nous fait bosser ce genre de trucs. Et puis, c'est eux qui nous passent le moins de choses au monde, quoi. Je veux dire, si ton épouse te dit que tu as fait des progrès, ou ta fille ou ton enfant te dit que tu as fait des progrès, c'est que vraiment tu en as fait, tu vois. Sinon, c'est impitoyable, l'entourage. Donc, et je pense que c'est vis-à-vis d'eux aussi qu'on doit essayer c'est pour eux aussi qu'on doit essayer de progresser, d'offrir quelque chose de plus en plus large, de plus en plus vaste, mais sans se couper des gens. Et ça, c'est le gros challenge de la spiritualité. Et ensuite, je dis pas qu'on peut pas être dans une grotte ou pas se couper des gens, mais à condition que ça soit un vrai choix. Et ça, c'est une grosse question en spiritualité, c'est que aller dans une grotte parce qu'on est en échec dans tous les secteurs de sa vie, c'est la catastrophe. En fait, c'est une immense fuite. Donc, et combien on voit de personnes qui justifient des choses qui ne vont pas dans leur vie en disant oui, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas, l'argent, ça ne m'intéresse pas, alors qu'ils ne sont pas capables de gagner 2 balles. Les relations, ça ne m'intéresse pas, mais ils n'arrivent pas à garder quelqu'un en relation plus d'un mois. Enfin, bref, ça, ce n'est pas des choix. Mm. C'est des fuites spirituelles. Mais par contre, quelqu'un qui aurait, je pense, posé les choses, qui aurait posé ses fondations, qui arriverait à un moment où il a peut-être fini d'explorer quelque chose pour aller vers autre chose, quand il est face à un vrai, ou elle est face à un vrai choix, alors oui, dans ce cas-là, les deux options sont tout à fait défendables et aussi valables l'une que l'autre, mais à condition que ça soit vraiment un choix. D'accord. Et donc, du coup, les personnes qui veulent s'engager sur cette voie, euh, elles vont pratiquer des, des méthodologies, enfin, elles vont s'inscrire dans tel ou tel type de méthodologie. Et au niveau des pratiques qui sont utilisées dans ces méthodologies, est-ce que donc tu évoquais par exemple la place du corps et des énergies. Mhm. Ça se formalise comment? C'est des exercices physiques, c'est des visualisations, ou comment ça se passe? Oui, alors disons, d'une manière générale, la première étape, c'est toujours de restaurer sa vitalité.
Et puis de clarifier, c'est pas juste une histoire quantitative, mais c'est quelque chose aussi de l'ordre du qualitatif. C'est-à-dire que euh, la fonction, enfin, ce qu'on essaie d'acquérir, c'est de restaurer une certaine quantité d'énergie. L'idée, c'est un tout petit peu de revenir à un état de jeunesse un peu. Enfin, tu vois l'énergie qu'ont les gosses de 3-4 ans, si on garde un pendant quelques jours, ben voilà, tu vois tout de suite. Donc, et Dieu sait à quel point on perd cette vivacité-là, cette vitalité. Donc, l'idée, c'est de restaurer ça et en même temps, on appelle ça clarifier l'énergie ou purifier l'énergie. C'est-à-dire d'enlever ce qu'on appelle le trouble en médecine chinoise. C'est tout ce qui nous alourdit, tout ce qui ralentit nos processus, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous arrête d'une certaine manière. Et pour ça, on utilise aussi un certain nombre de choses. Alors après, ça, c'est la première partie du travail. Parce que, évidemment, si on n'a pas d'énergie, on va pas avoir, on va même pas savoir au service de quoi on va la mettre. On n'aura même pas envie de bouger, de se mettre en route, etc. Peu importe pourquoi d'ailleurs. Et pour faire ça, en général, on utilise, oui, alors ça peut être des mouvements corporels, par exemple dans le Qigong, dans les exercices de Yang Shen, nourrir la vie, on appelle ça. Ça peut être de la méditation, par exemple. Alors c'est vrai que la méditation taoïste a cette particularité d'être une voie tantrique, donc ça ressemble, en fait là ils sont vraiment aussi influencés avec le bouddhisme tibétain, hein, c'était géographiquement très proche, donc il y a beaucoup de visualisation dans la méditation taoïste, assez naturaliste, justement, presque poétique, on pourrait dire. Oui. Euh, il y a l'utilisation, alors ça c'est peut-être un peu moins connu, mais en fait dans la tradition c'est hyper important, c'est que il y a beaucoup de mantras, mudras, même talismans parfois qu'on utilise pour ce genre de choses, donc une partie un peu plus ésotérique aussi. Euh, et puis, on utilise un certain nombre d'arts, on pourrait appeler ça métaphysique, des espèces de sciences de l'espace-temps, comme le feng shui, comme le Badze, comme le Chimen Tunja, ou des choses comme ça, pour trouver les bons créneaux, en fait, surtout de pratique. À quel moment, quelle orientation, et pour quelle fonction aussi. Et en fait, quand on met tout ça de manière synergique, on gagne un peu de temps. Voilà, la pratique se construit de manière plus cohérente et de manière plus efficace. Donc, quelque part, on prend en compte son environnement pour s'inscrire au sein de quelque chose de plus naturel pour faciliter la pratique. Oui, alors, environnement d'ailleurs au sens large, ça peut être vraiment, par exemple, les meubles qu'on a autour de nous. Mais il y a aussi, par exemple, dans le fait de poser les fondations, dans cette première étape, il y a aussi cette idée c'est difficile d'y aller si on calme pas un peu son cœur et si on n'apaise pas un peu nos émotions. On veut pas du tout les éliminer, on travaille avec les émotions, mais l'idée, c'est d'éviter de perdre trop d'énergie au travers d'un feu qui serait pas maîtrisé, en fait. Parce que les émotions, c'est beaucoup de feu en médecine chinoise ou dans la pensée chinoise. Et donc, quand on parle d'environnement, bien sûr, on parle d'environnement physique, de ce qu'on appelle des fois le feng shui, on a entendu ça, ou Mhm. de géobiologie. Mais ça implique aussi de se poser les questions des systèmes dans lesquels on interagit et de l'harmonie qu'on a avec eux. Par exemple, est-ce que le job nous convient? Est-ce que les relations avec nos collègues nous conviennent? Est-ce que comment quelle énergie on reçoit ou on donne ou on perd dans l'aspect familial, par exemple? C'est des choses qui doivent être interrogées au début de la pratique, en tout cas à un certain moment de la pratique, parce que si on se contente de faire juste des techniques corporelles, c'est un peu comme si on appuie sur un frein ou je sais pas, et qu'en même temps, dès qu'on est dans notre vie quotidienne, on est à fond sur la pédale Mhm. des gaz. Donc c'est un peu con d'appuyer sur les deux en même temps. Donc Ouais. il faut savoir lever un peu le pied des pédales des gaz, puis jouer habilement avec les freins. Et donc c'est ça qui est intéressant en fait dans la spiritualité, c'est que ça nous oblige à avoir un regard vraiment à 360 degrés et à pas oublier des pans entiers de notre vie sur le parcours. Et il y a quelque chose que j'ai vu et que j'ai vu enfin, évoqué dans pas mal de bouquins, et c'est la pratique du Yiking. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Oui. Qui, j'ai l'impression que ça participe un peu de ça, c'est-à-dire de se placer dans la meilleure disposition euh, et de prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Alors oui, le I Ching, c'est vraiment un des livres qui est à la base, enfin peut-être le livre principal à la base de la pensée chinoise.
Et c'est vraiment le fondement de tout, on pourrait dire. Parce que, disons, c'est la manière avec laquelle ils ont formalisé le changement. Ils l'ont modélisé, on pourrait dire, dans 64 hexagrammes qui sont finalement en nombre suffisant pour décrire des modalités de changement assez importantes, mais pas infinies non plus, parce que sinon on s'en sortirait pas, quoi. Donc en fait, et évidemment c'est une vision qui est cyclique, parce que tout processus doit naître, croître, arriver à une acmé, décroître, être transformé, puis repartir. Donc c'est pour ça que les cycles peuvent se répéter. Alors, bah, le hitching, il est utile moi je dirais quand on arrive au bout de la rationalité. Parce qu'il y a des fois où, malgré le fait qu'on a tout étudié, qu'on a réuni tous les renseignements qu'on avait à disposition, on arrive, en notre âme et conscience, pas, on arrive devant une fourche où on ne peut pas vraiment choisir. Après, ça serait, de toute façon, on finirait presque par tirer au sort finalement. Mm. Et je prends toujours un peu cet exemple, mais par exemple, nous, en cours de route, quand on a construit une chaîne, on a dû changer d'architecte. Et donc, on avait un challenge qui était de choisir un nouvel architecte au milieu du chantier. C'était toujours un peu sportif. Et, euh, et honnêtement, on a étudié, on a pris les listes, on a regardé les compétences, on a regardé les prix, on a regardé tout. Et à la fin, on en avait sélectionné deux. C'était impossible de les différencier. On avait des bons avis pour les deux. Enfin bref. Et donc, dans un cas comme ça, comme il y avait un enjeu quand même qui était important pour la suite, j'ai tiré un hitching. C'est vrai que, par exemple, sur ce coup-là, c'était complètement spectaculaire. Donc, la réalité a vraiment suivi enfin, ou plutôt le hitching a décrit ce que la réalité serait un peu plus tard de manière assez époustouflante, je dirais. Et j'ai vraiment choisi, on a choisi sur la base du hitching. Donc, ben de temps en temps, ça peut être très utile pour ça, à condition qu'on l'utilise à bon escient, je dirais, et qu'on n'invoque pas ou qu'on se déresponsabilise pas Mm. non plus de nos propres décisions. Oui, c'est de ne pas non plus remettre ses responsabilités à un choix qui pourrait paraître euh, extérieur à soi, quelque part. Oui, et Euh, puis surtout découpler de nous, en fait. Ouais. euh, pour revenir un petit peu aussi sur la notion de travail sur le corps, est-ce que, comme on peut avoir par exemple dans les spiritualités indiennes où il y a l'Ayurveda avec la nourriture notamment, ce qui est ingéré, qui prend une place assez importante, est-ce qu'il y a des principes sur la nutrition dans le taoïsme ou pas du tout? Alors oui, oui, ben, l'aspect corporel comprend ben, des aspects vraiment de mouvement, en fait, hein, hygiéniste, on pourrait dire, mais dans ce contexte-là, il y a aussi quelque chose qui est lié, ben, une attention qui est portée à la nourriture, qui est portée au grand rythme aussi naturel du sommeil, et puis de l'alternance repos, veille, travail, etc. Et dans ce cas-là, la diététique est importante parce que, alors évidemment, c'est pas la diététique au sens occidental du terme, c'est que les choses vont être classées selon la loi souvent des 5 éléments, des 5 mouvements, et tout va dépendre de la rencontre d'un certain type d'aliments avec la nature de la personne qui les absorbe. Et donc, ça donne des conseils diététiques un peu différents d'une personne à l'autre parce que ben, quelqu'un qui aurait déjà beaucoup de chaleur, on ne va pas lui donner des aliments très chauds ou des aliments qui favorisent encore plus ce feu. Euh, et à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup de chaleur va pouvoir absorber un certain nombre d'éléments qui sont plutôt froids ou humides, etc. Et vice-versa, en fait. Donc, il faut connaître un peu la nature de la personne pour savoir vers quoi on veut l'emmener. Et puis, dans ce cas-là, la diététique peut être utilisée avec un bon escient et sans tomber dans une forme d'orthorexie, parce que c'est un peu le danger avec ces régimes, d'une certaine manière, peu importe lesquels, mais c'est de ne pas se rigidifier autour de quelque chose, parce que ça serait anti-taoïste, là, pour le coup. Donc, ça se peut aussi qu'on fasse attention à certaines choses pendant un certain temps. Puis quand on a atteint un nouvel équilibre et que l'équilibre des forces ou des éléments a changé à l'intérieur de nous, eh ben, le régime ou la manière dont on mange va changer aussi. Et de ce que j'entends là, de ce que tu décris quand même, j'ai l'impression que donc on parlait de l'importance de l'environnement, mais également de l'importance de prendre en compte les particularités
de la personne qui va pratiquer. Et donc, quelque part, c'est aussi pour ça, j'ai l'impression que le maître est important pour avoir un regard extérieur et quelqu'un d'expérimenté qui puisse guider sur des pratiques qui soient adaptées. J'imagine que bah, selon la personne, les, les pratiques vont différer même selon la période de l'année ou selon la personne que l'on va, que l'on, que l'on va suivre, j'imagine. Oui, alors moi, je dirais qu'au début, on peut se permettre d'avoir pas mal de pratiques communes en général Mhm. quand on débute. Parce qu'au fond, honnêtement, il n'y a qu'à prendre 100 personnes dans la rue de manière au hasard. En fait, je veux dire, il y en aura 80 qui seront crevés, quoi. Donc, non, mais tu vois, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Donc, au début, la plupart des gens, ils ont quand même besoin de restaurer de l'énergie, de la purifier. Donc, les besoins sont similaires au début, beaucoup. Donc, on va pouvoir plus facilement faire du travail de groupe. Mais évidemment, dès qu'on avance, et que les gens se rapprochent aussi de leur nature intime un peu plus, là, les conseils doivent devenir un peu plus spécialisés. L'enseignant doit rentrer dans une forme d'intimité, relationnelle aussi avec la personne. Donc, il va aussi, où elle va mieux connaître sa vie, elle va mieux connaître les. À un moment donné, il faut rentrer dans les détails, quoi, en fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, oui, ça a du sens d'être dans une relation un peu plus proche avec quelqu'un. J'imagine que toi, en ta qualité de médecin, que ce soit la médecine, on va dire, traditionnelle et de la médecine, pas traditionnelle, c'est-à-dire la médecine classique et la médecine chinoise, tu dois constater chez les personnes que tu formes des bienfaits sur leur santé, sur leurs émotions qui doivent être enfin, visibles de l'extérieur. Euh, Oui, alors bien sûr, pour une partie, il y a une partie qui est physique. Alors, en général, les choses pour les gens qui pratiquent correctement ou qui pratiquent tout court, simplement, s'améliorent un peu. Mais moi, je fais toujours attention à pas mettre trop d'importance sur le fait que voilà, le physique devienne à 120%, etc. Parce que si on va trop loin dans ce sens-là, ça devient aussi culpabilisant pour les gens. Et finalement, bien sûr, c'est un aspect, et puis on a envie d'avoir un corps qui va bien, mais c'est pas le but ultime du travail non plus. Moi, je dirais que ce que je regarde le plus ou ce que j'essaye le plus d'essayer de rétablir chez les gens et de les aider à acquérir, c'est de rétablir leur cycle créatif, en fait. C'est-à-dire que les gens puissent se remettre, d'abord avoir suffisamment d'énergie pour avoir envie de créer, et puis ensuite d'essayer de se remettre en contact avec des élans créatifs en eux qui peuvent être extrêmement différents d'une personne à l'autre. Pour une personne, c'est juste lire un bouquin, pour d'autres, ça va être faire son jardin, pour une autre, c'est travailler avec des chevaux, je ne sais pas, ou écrire un livre. Mais dans tous les cas, on a tous besoin, je pense, de revenir à nos fondamentaux, si j'ose dire. Et puis, le taoïsme appelle ça le yuan shen, c'est-à-dire notre esprit originel. Celui que le Tao a voulu pour nous, dans toutes nos spécificités, nos couleurs propres, mais ce que souvent on étouffe pendant une partie de notre vie pour répondre à des besoins systémiques, à nos proches, à nos patrons, etc. Donc, mais évidemment, ça fait le lit des grandes crises de la quarantaine et de la cinquantaine parce que les gens veulent plus vivre dans cette coque. Et je dirais que mon but, c'est ça un peu, c'est de remettre les gens en contact avec leur âme, avec leur mouvement créatif, et puis de leur permettre de faire des cycles créatifs complets, c'est-à-dire depuis l'idée initiale jusqu'à la métabolisation et jusqu'à la sortie vers le monde, en fait. Parce que, tu vois, il y a combien de gens écrivent des livres puis laissent leur bouquin dans le tiroir, ou combien n'ont pas du tout d'idées, ou combien ont tellement d'idées, mais ils n'arrivent pas à en sélectionner une pour faire un truc. Donc, en fait, ça bloque pas toujours au même endroit sur les sites créatifs. Et moi, je dirais que la première chose qu'une spiritualité devrait rétablir, c'est ces grands sites créatifs. En fait. Parce que ça va dans le sens de la vie, dans le sens d'un déploiement. Et puis, je pense que quelqu'un qui se sera déployé, d'abord, un truc, il n'emmerde plus les autres, ou elle n'emmerde plus les autres, parce que quelqu'un qui est content, il ne fait pas chier les autres, quoi. En fait, et donc, ça crée de l'harmonie en réalité, sans devoir demander à en créer. C'est une sorte d'effet secondaire de la pratique mais à condition de se remettre en mouvement créatif. Donc, moi, c'est ça surtout sur quoi j'insiste. D'accord.
Donc là, on est sur un aspect très terre à terre, très concret de la spiritualité et qui, j'ai l'impression qu'il pourrait parler à tout le monde. Mais je me demande, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas tellement vu. Bon, après, ma culture sur la question est assez limitée, mais est-ce que, comme dans les autres traditions spirituelles, est-ce qu'on parle d'un absolu à atteindre ou d'éveil ou de réalisation dans le taoïsme? Et en fait, est-ce que le but du taoïsme, c'est d'arriver à cet absolu et d'y résider ou d'agir à partir de cet absolu ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel le pratiquant n'a pas nécessairement de prise? Non, 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 non. Alors, bien entendu, moi, je disais tout à l'heure, hein, toutes les spiritualités pointent vers la même chose. Ce qui change, c'est pas tant le but ultime, parce qu'au fond, quand on regarde que fait la méditation taoïste, à quoi sert toute la pratique, au fond, y compris la pratique ésotérique, ça va être de se remettre en contact avec des réalités de plus en plus subtiles, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, on appelle ça, nous, revenir au ciel antérieur, c'est-à-dire à cette espèce de totipotentiel avant la création, en fait, hein. Donc, si tu veux, on appelle ça faire retour. Mais la question, c'est toujours un peu la méthode qu'on utilise. Par exemple, tu vois, tu as utilisé le terme éveil sans préciser qu'au fond, le terme éveil, c'est un terme bouddhiste. Ou hindouisme, disons, enfin, je ne sais pas comment ils le définissent dans l'hindouisme, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été largement, disons, ça s'est fait largement connaître au travers de la pensée bouddhiste. Aujourd'hui, tout le monde utilise ce terme, mais sans se demander d'où il vient ni à quoi il peut correspondre. Alors, c'est vrai que pour être un peu puriste pour le coup, là, l'éveil, c'est pas quelque chose qui fait partie du jargon taoïste initial, en tout cas. Ce qui est dans le jargon taoïste, ce sur quoi on insiste, c'est ce qu'on appelle l'immortalité. Et on peut presser un maître taoïste contre un mur en lui disant, bon, parle-moi de l'éveil, vas-y. Il va t'en parler, mais il va dire, oui, mais c'est pas très important. Donc, c'est pas qu'ils savent pas que ça existe, ils ont même un terme pour le nommer, mais c'est pas important. Une fois, j'avais posé la question à mon maître sur l'éveil, il m'a dit, oui, mais il m'a dit, ça, c'est la 5e dimension sur 9. Donc, c'est pas que c'est pas important, ça fait partie du chemin, mais c'est en tout cas pas un truc sur quoi on doit s'arrêter. Et donc, honnêtement, autant je trouve que ce terme éveil, il a été très utile à un moment donné de l'éducation des Occidentaux, je dirais, d'un point de vue historique, parce que ça a ouvert, disons, les yeux sur des possibilités de déploiement de la conscience, en fait. Peut-être on en avait beaucoup moins conscience avant, mais autant ça a été utile d'un point de vue pédagogique et même fonctionnel, je dirais, à un moment donné, autant maintenant je trouve que ça se retourne un peu, même contre les Occidentaux, parce que regarde sur Facebook, tu as bientôt un auto-éveillé toutes les 12 secondes. Ils s'autoproclament éveillés, ils ne savent pas quoi en faire. Après, ils passent leur temps à dire que ils sont comme les autres, mais quand même, ils sont éveillés, mais ils sont quand même comme les autres. Et puis, finalement, je caricature, voilà, mais trop souvent, on a fini le livre de la spiritualité en Occident sur l'éveil, qui est pour moi un équivalent de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants dans les temps. Parce que si tu lis en fait, les récits spirituels de gens, tu vois que même quand ils ont eu des états de conscience comme ça, il faut que les montagnes redeviennent des montagnes. Et Jack Canfield l'a très bien expliqué dans son bouquin. Ouais, après l'extase de la lessive, mais c'est pas le seul en fait, si on est honnête. Mais enfin, chez lui, c'est spectaculaire parce que 4 retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours pour commencer des études de psychologie en rentrant, c'est quand même étonnant, quoi. Et c'est un témoignage qui est fabuleux que je trouve tout le monde devrait lire. Donc, pour répondre à ta question, bien entendu, on va au même endroit, mais alors très clairement, en tout cas dans ma vision de la chose, sans laisser de côté notre pleine humanité. Et nous, on va vers le Tao en prenant avec notre Yuan Shen. C'est pour ça que tu dis que c'est terre à terre, en fait, l'aspect de la créativité, mais c'est pas du tout terre à terre en réalité. Parce que c'est justement l'espace intermédiaire
qui nous permet de relier ciel et terre, en fait. Donc, bien entendu, c'est utile dans ce sens-là. Oui, c'est terre à terre, mais moi, je veux aller vers le Tao en étant honnête avec moi-même et aussi avec la mission que le Tao a mis en moi. Et je pense que ça devrait être comme ça pour la majorité des gens, parce que si le Tao s'est emmerdé à créer quelqu'un comme toi, comme moi, comme n'importe qui, c'est parce qu'il voulait s'amuser à être ça dans son expansion complète, aussi complète que possible. Sinon, il ne nous aurait pas fait, il aurait fait autre chose, ou elle aurait fait autre chose. Donc, je pense qu'on doit au Tao le fait de se déployer autant que possible, parce que c'est vers lui que revient l'expérience, en fait, ou vers elle. Et donc, on va vers l'impersonnel, on va vers l'unité, on va vers, comment dire ça, la non-dualité, hein, pour prendre un terme un peu à la mode, mais en intégrant pleinement la dualité. Voilà, c'est le chemin du taoïsme. Et, en parlant un petit peu terre à terre, ce qui n'était pas du tout d'ailleurs péjoratif, hein, mais pour en revenir à une application concrète, enfin pas concrète, mais moderne, on va dire, de la méditation. J'ai vu que donc, il y a eu une installation, une expérience digitale et immersive à Mingshan et qui utilise des outils modernes pour aider, assister à la méditation. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors bon, bah, de nouveau, là, c'était vraiment un jeu créatif, hein. L'émergence de ces appareils, en fait, de ces trois stations. En fait, d'abord, c'est venu, c'était pas qu'on voulait absolument créer des machines à méditer, mais c'est juste que quand on a installé Mingshan, on avait un temple au milieu de Mingshan et en fait, autant tout le monde trouvait cool la cuisine, les chambres pour héberger les gens, le cabinet médical, les salles de pratique, autant même dans nos équipes à nous, le temple faisait peur à certaines personnes à cause de l'aspect religieux. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est un peu con, on va pas le cacher quand même, il est au milieu de la structure. Donc, je me suis dit, ben, plutôt que de faire comme s'il n'existait pas, alors mettons-le en avant, mais sous une forme un peu moderne, ou en tout cas, comment dire ça, intégrative, dans le sens où je me suis demandé comment on pourrait inventer un lieu spirituel ou une manifestation de la spiritualité pour le 21e siècle, mais sans non plus renoncer à la tradition. Donc, j'ai appris l'existence d'un institut qui s'appelle le Lab, qui a à mi-distance entre l'école d'ingénieurs, qui est assez connue, en fait, l'EPFL et l'ECAL, qui est une école d'art et de design. Et le directeur de ce lab, qui a un petit peu des gens des deux côtés, en fait, leur job, c'est d'animer des espaces publics. Donc, je suis allé le voir en lui disant, écoute, voilà, on a 140 mètres carrés spirituels à animer. Si on vous donnait un projet comme ça, comment est-ce que vous pourriez l'animer? Et puis, bah, contre toute attente, moi, je pensais qu'il allait me renvoyer tout de suite. Et puis, finalement, il était intéressé. Ils n'avaient jamais fait ça. Et on a commencé à créer ça ensemble. Donc, il y a eu des exigences de part et d'autre. C'était assez compliqué, enfin, ouais, assez complexe finalement à mettre en route. Mais moi, j'étais là pour qu'il y ait un garde-fou spirituel. Et quand les ingénieurs allaient trop loin dans du délire technique, je les ramenais justement à la fonctionnalité de ce qu'on cherchait. Et à l'inverse, bah, ils nous challengeaient aussi en disant bah, oui, mais ça, est-ce que ça a été prouvé? Est-ce que, voilà, donc ils ont fait beaucoup de recherches, de littérature. Et donc, ça aboutit à finalement à ces trois stations qui sont en même temps une expérience personnelle et collective, puisque les données qui sont récoltées pendant la séance de méditation sont agrégées entre les différentes stations, et puis ça crée une sorte de spectacle en fait dans le temple au moment où les gens méditent. Donc, si un groupe, il peut se mettre derrière et profiter de ce qui se passe. Et à l'intérieur de l'appareil, c'est vraiment une méditation, vraiment la base de la méditation taoïste que j'ai enregistrée telle qu'elle, mais qui est agrémentée de sons, de lumière, etc. Et pour lesquels on a pu, disons, soumettre les données à deux grands laboratoires d'analyse du signal pour voir en fait si on arrivait à corréler certaines des choses qu'on prenait sur les appareils
en fonction de la profondeur de la méditation. Donc, Mm. et puis, c'est comme ça qu'on a un peu calibré les appareils. Puis, maintenant, ils sont en place. Alors, quand on ne veut pas les voir, ils sont cachés sous l'hôtel. On ne voit même pas qu'il y a cette technologie dedans. Puis, quand on veut, on les sort. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très moderne et très traditionnel en même temps. Et je dirais que l'utilité de ça, alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est très utile. C'était fun à faire. Mm. La valeur réelle, finale, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est intéressant, voire utile pour des tout débutants ou des gens qui auraient eu peur, par exemple, de rentrer dans la méditation taoïste traditionnelle, parce qu'ils y viennent plus au travers de la technologie, ceux-là. Et puis, par contre, au-delà de, je sais pas, 3 à 5 ans de méditation, c'est plus très utile, très honnêtement. Mais bon, on pourrait pousser les machines pour tester sur des pratiques plus avancées, mais sur les tests initiaux qu'on a fait, on a des très bons retours des débutants, des retours moyens des moyens, et puis des retours plutôt waouh, pas terribles, des avancées. Pas que c'est pas terrible, mais en fait, ils sont tellement habitués à leur propre méthode que l'appareil les gêne, en fait, quoi, et il leur apporte pas grand-chose, honnêtement. D'accord. Et, je me posais la question, donc comment s'organisent les enseignements et les formations à Mingshan? Est-ce qu'il y a des retraites? Est-ce qu'il y a des personnes qui restent là longtemps ou c'est que des petites sessions de quelques jours, de quelques semaines? Alors, en fait, ça dépend ce qui était initialement, ce qui était prévu d'abord, c'était qu'il y ait un prêtre ou une prêtre. On voulait avoir des gens 6 mois, une fois un homme, une fois une femme, de différentes lignées, pour que le temple soit toujours en activité. Mais malheureusement, on a ouvert en octobre 2019, et donc en mars, tu vois ce qui est arrivé. Et la Chine est fermée depuis, quoi, en fait. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, on n'a pas pu vraiment aller au bout de ce projet-là, mais bien sûr, il reste d'actualité, mais il sera fait plus tard et que ça sera possible. Et donc, on a mis en place un certain nombre de stages. Alors, effectivement, il y a eu des retraites, c'est des modalités en général, c'est des enseignements de 2 à 5, 7 jours. On a à peu près, je n'ai pas compté sur le dernier programme, mais entre 130 et 150 jours d'enseignement par année, à peu près. Et puis, en effet, les gens pouvaient loger jusqu'à il y a peu. Maintenant, on a décidé d'accueillir des Ukrainiens dans le centre le temps de cette guerre, en fait. Donc, les gens viennent plutôt pour les stages et repartent, mais bientôt, on va reprendre le truc initial qui est que les gens peuvent loger là. Il y a le cabinet médical aussi, donc ça peut faire des choses un peu mixtes quand les gens viennent. D'accord. Alors, une question très pratico-pratique. Si quelqu'un s'intéresse au taoïsme et qu'il ne sait pas trop par quoi commencer, est-ce qu'il faut qu'il lise un livre en particulier ou quelle est la première ressource, la meilleure ressource pour une personne qui n'y connaît rien, qui a vu cette interview et qui souhaite en savoir plus? Ah là là, c'est une question compliquée, ça, parce que J'aime bien les questions compliquées. non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pourrais pas indiquer un seul chemin possible. Moi, je suis très partisan du fait que les gens suivent, enfin, disons, tirent la ficelle qui s'offre à eux, en fait, dans le sens où, toi, il y a une certaine partie des gens qui vont venir vers le taoïsme parce qu'ils ont un problème corporel. Donc, ils y rentrent par la médecine chinoise, puis ensuite, leur thérapeute leur dit oui, mais il faudrait peut-être faire un cours de Qigong. Finalement, dès qu'on rentre, en fait, peu importe par où on rentre dans le taoïsme, comme les fondamentaux sont partout les mêmes, on est très vite, si en tout cas on est susceptible que ça nous intéresse, Mhm. on est très vite pris au jeu parce qu'il y a quelque chose d'hyper ludique aussi, quoi. Donc, moi je dirais, peu importe par où on rentre, ça peut être très physique, ça peut être en effet par la lecture. Alors, on peut vous recommander bien sûr la lecture des grands classiques comme le Tao Te Ching, le Chuang Tzu, le Lieh Tzu, etc. Mais de nouveau, même là, il y a 10 versions, 15, 20 du Tao Te Ching. Donc, suivant les traductions, ça donne des sentiments aussi assez différents. On peut y rentrer par tous les arts métaphysiques, quelqu'un qui veut refaire sa maison parce qu'il veut refaire son feng shui, quelqu'un qui a besoin d'une réponse, qui va trouver un consultant de I Ching. On peut y rentrer par la médecine chinoise, on peut y rentrer par la méditation. Donc, voilà, moi, c'est toujours les livres qui m'ont attiré. Donc, en fait, si je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais allez, fermez les yeux, allez au rayon
puis tirez un livre au hasard, puis vous feuilletez un certain nombre de bouquins, puis quand vous en trouvez un où ça match, où ça vibre, ça résonne, commencez par là, en fait. Finalement, c'est pas très important par où on commence. Et je suis allé voir ta chaîne YouTube où j'ai vu que tu proposais des vidéos. C'est des mini-cours en fait que tu donnes sur. Enfin, c'est une introduction à ce que tu fais à Mingshan. Oui, ben voilà, depuis le début, on essaie d'avoir des voies d'accès qui soient gratuites. Donc, on a un canal Telegram où je fais un truc qui s'appelle la Métao, c'est une sorte de petit podcast à peu près une fois par semaine. Et puis évidemment, maintenant, aujourd'hui, YouTube, c'est relativement incontournable en fait pour un certain nombre de choses. Puis c'est vrai que franchement, il y a un côté pratique à vrai dire. Il faut juste passer de l'inertie de mettre en route les choses. Ben, tu vois, comme tu es en train de faire là, il faut quand même avoir un peu l'habitude, il faut faire le montage et tout. Mais je dois dire que moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les détails. Donc, j'ai beaucoup de... Et puis, je suis un impatient aussi. Donc, j'aime pas, enfin, j'ai du mal à me mettre à un bureau, à écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit sur Facebook pendant un temps pour partager des trucs comme ça. Maintenant, c'est plus facile pour moi. Tout à coup, j'ai 15-20 minutes. Je me dis, bon, bah, tiens, on pourrait vite aller. Donc, on a un médiamaticien là, qui travaille à Mingchan. Donc, je dis, bah, écoute, on monte vite maintenant. Et puis, j'ai une liste de 75 sujets j'ai demandé à tout le monde. Dit, bah, voilà, vous voudriez que je traite quoi, en fait? Et puis, quand j'ai un peu de temps, de 10-15 minutes, je prends la liste, je choisis un sujet au hasard, puis il met la caméra sur on et puis on tourne en fait. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est d'ouvrir, c'est vrai, c'est de pouvoir parler un peu de tout ce qui est contemporain et surtout des problèmes contemporains des gens, sans être trop technique au niveau spirituel, et en essayant de répondre à ces problèmes contemporains au travers d'un regard taoïste, en fait. Voilà. Mais sans que je donne toujours toutes les explications. Tu vois, c'est comme tu vas voir un toubib, il va pas t'enseigner le compendium, quoi. Il va te dire ce qu'il pense devoir te dire, et puis le reste, ça fait partie de son propre jargon. Donc, les vidéos YouTube, pour moi, c'est vraiment pour cette fonction-là, en fait. D'accord. Bah, je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Est-ce que tu as des séminaires ou des formations là, prévues dans les semaines ou les mois qui viennent, des choses particulières? Disons la chose principale pour cet été, ça sera la retraite de la Grande Ourse. Ça, c'est un truc qu'on fait chaque année. On est une école qui utilise beaucoup la Grande Ourse comme support de pratique, en fait. Et voilà, pendant l'été, c'est un moment où je regroupe tout le monde autour de ces étoiles, en fait, qu'on peut approcher de plein de manières différentes. Et puis autrement, il faut regarder surtout sur le site internet, en fait, parce que le programme, bon, il n'a pas encore été complètement édité, mais il y a un peu de tout. Il y a du mouvement, il y a de la méditation, il y a de la psychologie taoïste, il y a aussi un certain nombre de choses qui font partie un peu des arts ésotériques que j'essaie de rendre aussi accessibles. Donc, de nouveau, c'est un peu comme quand on est dans une librairie. Et si le sujet nous parle, il faut peut-être un peu regarder. Puis, s'il y a un truc qui résonne, peut-être tester ça, en fait. Voilà. Ben, c'est, en tout cas, tout ça, pour moi, qui vient plutôt je dirais d'une tradition bouddhiste, ça me paraît très exotique et très intéressant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup de choses à explorer et il n'y a pas que des pratiques, mais enfin, plein d'autres comment dire, de disciplines variées. Et ça, c'est vrai que ça fait envie. Et, je vais te remercier pour ce partage qui est très intéressant et je le mettrai en ligne rapidement. Et est-ce que tu as, c'est une question que je pose souvent, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais aimé répondre mais que je n'ai pas posée? Non. Très bien. Et ben, je te Moi, je suis remercie comme un vraiment. jukebox, tu vois, tu mets un jeton dedans, je réponds. Mais autrement,
j'ai rien à vendre en fait, donc non, ça m'intéresse de parler avec toi comme ça, c'est bien. Super, c'est parfait. Je te remercie encore Merci et à toi. merci de m'avoir accordé du temps. Et je t'enverrai le lien quand ce sera en ligne pour que tu puisses éventuellement le regarder si tu as le temps ou le partager si tu en as envie. Oui, oui, non, je le partagerai bien sûr avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, C'est hein. moi qui te remercie et je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye.